Mais donc les parents, je dirais avoir beaucoup de bienveillance. Ça, c'est déjà le premier truc. C'est se rendre compte que l'enfant qui a ces difficultés-là, il est le premier concerné. Et donc, il est lui-même confronté au fait que ça va pas. Il est lui-même confronté au fait que, il est pas comme les autres. Et donc, il faut booster à fond leur confiance, quoi. Et donc, travailler vraiment sur, OK, j'ai ces difficultés-là. Et moi, en tant que parent, je me rends compte que tu rencontres tout ça. Comment est-ce que je peux vraiment faire en sorte que mon enfant se sente le mieux possible ? Bienvenue dans le podcast SIMP Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Je suis Nicolas Ballon-Perrin, le fondateur de SIMP, et je serai votre hôte tout au long de ce podcast. Chez SIMP, nous vous permettons de réaliser des analyses biologiques ciblées selon vos inconforts pour comprendre leurs causes et les soulager avec une nutrition personnalisée adaptée à vos besoins. Le TDAH, on entend parler de plus en plus. On entend souvent des gens dire « moi je suis TDAH » ou « mon enfant a été diagnostiqué TDAH ». Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Est-ce que c'est juste une tendance ou un trouble reconnu ? Comment le reconnaît-on ? Et une fois diagnostiqué, comment l'accompagner au quotidien, que ce soit à l'école ou à la maison ? Aujourd'hui, nous allons éclaircir tout cela avec Agathe Leroy, neuropsychologue spécialisée dans le TDAH. Ensemble, nous allons démystifier ce trouble et vous donner des clés concrètes pour mieux le comprendre et aider ceux qui en ont besoin. Eh bien, bonjour Agathe. Bonjour Nico. Merci de te joindre à nous ici dans ce podcast. Avec plaisir. Ça, je crois que c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de gens. J'espère. Moi également aussi, parce qu'on en a parlé un petit peu hors antenne. Le TDAH est un truc où j'ai jamais été formellement diagnostiqué, mais ma femme qui est aussi neuropsychologue me l'a dit, tu es sûrement TDAH. Donc il y a beaucoup de questions aussi qui m'intéressent moi personnellement. Mais avant de commencer, avant de parler de ce que c'est que le TDAH, peut-être expliquer ce que c'est qu'une neuropsychologue, parce que tu es neuropsychologue. Oui. Expliquer un petit peu ce que c'est qu'une neuropsychologue. C'est ça. Donc en fait, la neuropsychologie, c'est l'étude du développement des fonctions cognitives. Et donc, en fait, on va vraiment essayer de comprendre comment le cerveau de nos patients fonctionne. Pour ça, on va utiliser une batterie de tests qui vont du test intellectuel ou au test attentionnel, mnésique, etc., dans l'idée de comprendre vraiment le fonctionnement cérébral, cognitif du du patient. Et ces tests vont nous permettre en fait d'établir s'il y a des difficultés ou pas rencontrées, les forces et les faiblesses en fait littéralement du profil du patient. On va pouvoir aiguiller des hypothèses de diagnostic et donc le TDA en fait partie. C'est ça. Et parce que j'imagine qu'il y a différents types de neuropsychologues, ou est-ce que vous prenez généralement en charge toujours les mêmes types de patients ? Alors, on a tous des spécialisations vraiment très spécifiques, merci. Donc, on a tous des spécialisations. Moi, par exemple, je suis plutôt spécialisée de base enfants et adolescents. Il y a des neuropsy qui vont plus s'occuper du coup de tout ce qui est adulte. Moi, je sais qu'au niveau adulte, j'ai vraiment des grosses limites. Et donc, par exemple, tout ce qui est troubles de la mémoire, les traitements post-AVC, des trucs comme ça, c'est moins mon domaine. J'évolue beaucoup moins là-dedans parce que je suis moins à l'aise. Mais donc voilà, chaque neuropsy a vraiment son public cible et puis en plus les différents diagnostics. Voilà, chacun son... Toi, qui est-ce que tu prends en charge de manière générale ? Alors du coup, donc moi je suis plutôt enfant et ado, clairement dans les troubles d'apprentissage, donc tout ce qui est difficultés scolaires, ça c'est vraiment mon gros domaine. Mais maintenant, j'ai élargi ma patientèle du coup aux parents de mes patients parce que souvent on se rend compte qu'il y a des grandes parts génétiques dans tous les troubles d'apprentissage et donc si j'ai un patient qui a des difficultés dans tel ou tel trouble, souvent le parent a le même. Et donc j'ai vraiment élargi ma pratique aux adultes, mais c'est souvent les parents de mes patients, donc je m'arrête à un âge, j'ai pas des patients de 70 ans, quoi. Ouais. Et quels sont quand on vient te trouver généralement, quand tu dis bonjour, pourquoi est-ce que vous venez ? C'est ça. C'est quoi le grand motif ? Le grand motif. C'est ça. Que tu entends le plus souvent. Le motif le plus simple que j'ai vraiment tous les jours, c'est les points chutes. Et donc ça va être souvent les périodes de rush en neuropsy sont souvent les périodes après bulletin, et donc typiquement janvier, début d'année en septembre, parce que du coup, en primaire, les enseignants, dès qu'il y a des petites choses,
interpelle les parents dès septembre. Et donc, les grandes périodes, c'est septembre, janvier et puis du coup juin. Donc voilà, les périodes autour des examens sont souvent les périodes grosses clés, quoi. Et en tant que neuropsychologue, est-ce que tu travailles avec d'autres professionnels? Tu travailles dans un centre avec d'autres. C'est quel type de profil avec lesquels tu travailles? Alors, donc, du coup, nous, on travaille dans un centre pluridisciplinaire dans lequel on est vraiment spécialisé dans le TDAH. Et on va avoir, du coup, dans le centre, une neuropédiatre qui est aussi neurologue pour les adultes, du coup. Donc ça, c'est au niveau de la médecine. On a un généraliste qui est son époux, qui est dans le même centre en soi. Et puis, à côté de ça, on va avoir de la kiné, on va avoir des psys, des neuropsys, on a de la sophrologie. C'est très, 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 très vaste. En fait, on peut un peu mettre tout et n'importe quoi, n'importe quelle profession, du coup, plutôt que n'importe quoi, n'importe quelle profession, du moment qu'il y a un impact positif chez le patient. Mais donc, chez nous, c'est vraiment majoritairement neuropsy, logopède, psychologue du coup et kiné. Ouais. Et on en parlera peut-être un petit peu après, mais du coup le chemin à suivre entre tous ces professionnels va dépendre un petit peu du cas, du motif et de ce qui a été diagnostiqué. Parfaitement. Ouais. Et donc, on en parle maintenant ou pas? Non, comme tu veux, si tu veux en parler maintenant, on peut en parler. On peut. Mais donc, du coup, ça va en effet dépendre du motif du patient. Donc, on va avoir, par exemple, des patients qui ont des difficultés de lecture. Et donc, clairement, la première instance à ce niveau-là, c'est plutôt la logopédie. Et donc, c'est des patients qui vont d'abord aller chez les logopèdes, ou le logopède, donc en logopédie. Et puis, par après, en fait, en Belgique, le système belge, au niveau des remboursements mutuels, demande un QI, par exemple. Et donc, du coup, c'est des patients qui transitent vers la neuropsychologie pour repartir après dans un bilan et un suivi logopédique. Okay. Quoi. Et toi, ta consultation en tant que neuropsy, elle est remboursée par la mutuelle? Oui. Et donc, au niveau mutuel, comme ça, les patients sont un peu au courant. Donc, c'est important à préciser. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant que la neuropsychologie, c'est remboursé. Et donc, au niveau des remboursements, on est un peu plus... Enfin, on obtient plus de remboursement qu'un psychologue classique. À savoir que, comme nos séances sont très longues, on fait des séances généralement de 90 minutes. Et donc, on peut... les mutuelles sont tout à fait au clair avec ça. On peut, en fait, préciser que ce sont des séances de bilan. Et donc, les patients ont 2 fois plus de remboursement que pour une séance classique. Et donc, c'est de l'ordre de plus ou moins 40 € par consultation. On reviendra tout à l'heure au parcours. Comment savoir quel professionnel aller voir, dans quel cas. Je propose là maintenant peut-être que tu nous expliques ce que c'est que le fameux TDAH. Donc en fait, le TDAH, c'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et ce trouble, en fait, est composé de 3 grandes sphères. La première, ça va être tout ce qui est trouble d'attention, donc vraiment le fait d'être déconcentré, etc. Donc ça, c'est vraiment le classique du TDA. Et puis, il va y avoir le fameux H, donc avec ou sans, l'hyperactivité. L'hyperactivité, elle peut être de 2 types. Elle peut être vraiment soit plutôt cognitivo-verbale, donc ça veut dire avoir un débit de parole très rapide, typiquement moi. Ça va être parler très fort, les pensées parasites, les pensées en arborescence, etc. Donc ça, c'est vraiment typique de l'hyperactivité cognitive. Et à côté de ça, il va y avoir l'hyperactivité motrice. Et donc ça, c'est un peu le cliché de l'enfant qui tape des sprints tout le temps, qui court dans tous les sens, qui grimpe dans les arbres. Et ça, donc, plutôt toi. C'était moi, ça. Mais donc voilà, ça, c'est plutôt l'hyperactivité, du coup, motrice. Et puis la 3e sphère, c'est tout ce qui est impulsivité. Et donc, en fait, c'est des patients qui ont tendance à un peu... le fameux réfléchir avant d'agir n'existe pas trop, quoi. Donc en fait, on fonce tête baissée dans tout ce qu'on fait, et puis après, on a des répercussions. Donc ça, c'est vraiment les 3 grandes sphères du TDA. Et les 3 doivent être présentes en même temps pour dire qu'on est TDA, ou ça peut être plutôt l'une ou l'autre? C'est ça. Donc en fait, on peut... il ne faut pas avoir les 3. Donc, typiquement, si je prends le cas mon cas personnel, donc moi j'ai un TDAH, donc c'est ce qui me rend aussi très légitime dans mon boulot. Moi, du coup, j'ai les 3. Moi, je suis vraiment typiquement les 3. Mais à côté de ça, je vais avoir des patients qui ont uniquement le trouble attentionnel, d'autres qui vont avoir l'attention qui est relativement préservée au final, mais par contre une hyperactivité qui est hyper importante, et parfois juste l'impulsivité. Donc en fait, on peut avoir un de chaque. Maintenant, il y a quand même des grands points à cocher, entre guillemets, je vais dire ça comme ça. Et donc, c'est, comme tu disais au début, ce qu'on appelle un trouble de l'apprentissage. Est-ce qu'il y a d'autres troubles de l'apprentissage en dehors du TDAH? Alors, tout ce qui est trouble d'apprentissage, c'est les fameux troubles 10. Et donc, la dyslexie, la dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, bref, tous les 10 sont ces fameux troubles d'apprentissage. Et donc, on va, en fait...
les logopèdes et les neuropsys se partagent un peu le boulot de ces fameux 10. Tout ce qui est plutôt lié à la lecture et aux mathématiques, donc plus ce qui est scolaire, entre guillemets, va être plutôt géré par la logopédie, là où la neuropsychologie va traiter tout ce qui est troubles d'attention, plutôt troubles de mémoire éventuellement aussi, et puis en plus tout ce qui est visio-spatial. Ça, c'est plutôt du coup de la neuropsychologie. Ça peut aussi être travaillé par des orthoptistes, qui est un métier très très peu connu en Belgique. Et donc ça, c'est un peu le neuropsychologue de l'œil, quoi. Donc c'est vraiment apprendre l'œil à bien voir les choses. Et c'est pas juste la vue, c'est vraiment le traitement de l'information visuelle. Et le TDA, généralement, il est accompagné d'autres de ces troubles ou c'est vraiment séparé? Alors, il peut l'être. C'est pas obligatoire, mais souvent les personnes qui ont des troubles d'attention ont une difficulté 10 à côté. C'est pas mon cas, par exemple, mais un de mes frères, par exemple, lui, a tous les 10 possibles et imaginables en plus. C'est ça, mais c'est pas d'office parce qu'on a le TDA qu'on va avoir plus de chances d'avoir un autre trouble sur le côté? Pas nécessairement. C'est vraiment très... c'est concomitant et en même temps pas trop. Enfin, donc voilà, on peut avoir tout ensemble, mais c'est pas d'office le cas. Ouais. Mais par contre, tu parlais de ça un petit peu plus tôt, c'est quelque chose qui a une composante génétique? Oui. Donc en fait, la littérature scientifique n'est pas encore sûre de la cause, la parfaite cause du TDA. Mais par contre, on se rend compte que d'un point de vue génétique, c'est très important. Et donc, si un patient a comment on dit? Je te l'ai dit tout à l'heure. Hein. Un parent. Oui, c'est ça, au premier degré. Donc si on suspecte un TDA et que dans la fratrie ou dans la famille, il y a un parent au premier degré, donc ça veut dire les frères, les sœurs, les parents, qui a en fait un trouble d'attention, la personne qui vient en consultation, du coup, a 4 jusqu'à 10 fois plus de chances d'avoir ce trouble aussi. Et au niveau de tout ce qui est gémellaire, donc tout ce qui est dans les études sur les jumeaux, on se rend compte que on est sur une prévalence de 65 à 90% d'hérédité. Et donc c'est quand même un trouble qui est largement héréditaire. Mais c'est pas parce que moi je l'ai et que mes enfants l'auront non plus, d'office. C'est important comme risque, mais c'est pas d'office le cas. Mais moi, je me pose un peu la question aussi, parce que j'ai l'impression qu'on entend de plus en plus dire voilà, je suis TDA. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi, pas mal de personnes qui sont peut-être un peu hyperactifs, mais qui n'ont pas spécialement un TDA, ou des personnes qui, l'exemple type du TDA, c'est, qui commence à ranger sa vaisselle, et puis il voit que son frigo est vide, donc il commence à faire une course, il se rend compte qu'il n'a plus d'encre, donc il va commander de l'encre en ligne, et en fait il se retrouve à avoir fait le tour et n'a terminé aucune tâche. C'est un peu l'image que j'ai du TDA. Est-ce que ça veut forcément dire qu'on a un TDA si on est un peu comme ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu inhérent à l'homme? J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on est un peu tous touchés par ça, mais c'est peut-être parce que vu que moi je le suis un peu que j'ai cette impression. C'est ça. Donc en fait, répète-moi ta première question. Est-ce que, passer un peu d'une activité à l'autre ou avoir du mal à terminer une tâche veut forcément dire qu'on est TDA? Alors, pas nécessairement. Donc en fait, il va falloir prendre plein de choses en considération. Et donc c'est pour ça que l'anamnèse est très importante dans un cas de trouble d'attention, parce qu'on va devoir analyser au niveau de l'alimentation, est-ce que en fait tu te nourris bien et est-ce que ton corps a les nutriments nécessaires pour pouvoir fonctionner correctement. On va analyser ton sommeil aussi, est-ce que tu dors suffisamment, etc. J'ai vraiment eu le cas d'un patient qui est venu en me disant j'ai un TDA et en fait en analysant c'était un monsieur qui était papa depuis 2 mois et donc il n'avait pas de TDA, il avait juste un manque de sommeil. Donc, c'était vraiment juste lié à ça. Et donc, c'est vraiment des points on va devoir analyser tout ça parce que avoir un fonctionnement, entre guillemets, un peu dispersé, je vais dire ça comme ça, n'est pas nécessairement le symptôme clé du TDA. Et donc, c'est pour ça que l'anamnèse est vraiment hyper essentielle. Et donc, mais par contre, ce que tu expliques fait clairement partie du profil clinique d'un TDA, quoi. C'est un peu un des 3 en fait, ce que tu parlais du coup de cette hyperactivité mentale. Ouais.
l'hyperactivité plutôt physique et puis l'impulsivité. Et puis le trouble d'attention, quoi. Et comment est-ce que ça se reflète du coup à l'école ou à la maison? Parce que j'imagine que c'est quelque chose qu'on décèle assez rapidement. Enfin, c'est vers quel âge généralement qu'on le détecte? Parce qu'on a eu une question, parce qu'on a posé la question justement sur notre chaîne Instagram, on a demandé aux gens de poser des questions. Une des questions, c'était est-ce que c'est possible que je n'ai pas été détecté TDA enfant ou adolescent, mais que je le suis et je me rends compte maintenant adulte? C'est ça. Donc en fait, à l'heure actuelle, on commence à poser des diagnostics à partir de plus ou moins 5 ans et demi. Donc avant 5 ans et demi, le problème c'est qu'on a très peu de tests qui peuvent vérifier la présence d'un TDA. Et donc avant 5 ans et demi, c'est plus basé sur l'anamnèse et sur les observations cliniques. Après 5 ans et demi, 6 ans, là on a vraiment tous les tests nécessaires pour pouvoir analyser les choses. Et donc à partir de 6 ans, on pose des diagnostics. Alors concernant les adultes de maintenant, donc ça veut dire qu'ils auraient dû être diagnostiqués à leurs 6 ans, à l'époque. Et en fait, les tests à l'époque n'étaient pas aussi performants que maintenant. Et surtout, le monde du TDA était très peu connu. C'est un trouble qui a toujours existé, parce que c'est un trouble qui est inné, du coup. Et c'est simplement que, en fait, au fur et à mesure, la médecine avance beaucoup et on apprend de mieux en mieux à le gérer. Donc c'est aussi pour ça le fait d'en entendre de plus en plus parler, c'est lié à ça aussi. C'est ce truc de... En fait, on en entend plus parler parce qu'en fait on diagnostique simplement beaucoup plus parce qu'on est beaucoup plus performant à ce niveau-là. C'est pas ce parce qu'on parfois on peut entendre mais ça devient un effet de mode, aujourd'hui tout le monde est TDA. C'est pas forcément le cas, c'est juste que c'est quelque chose qu'on comprend mieux, dont on en parle plus, qui est plus diagnostiqué. Voilà. Et donc en fait, au niveau du nombre de personnes qui ont un TDA, on estime que dans une classe, on va être entre 4 et 6% d'élèves. Donc ça fait, sur une classe de 20, ça fait jamais que 3 élèves, je pense, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc voilà, c'est au final, il y en a quand même pas mal, donc 6%, c'est quand même conséquent, mais ça reste pas un chiffre monumental non plus. Et au final, en neuropsychologie, on en diagnostique beaucoup, mais parce que, entre guillemets, en neuropsychologie, on n'a que des patients qui vont pas bien. C'est ça. Et du coup, pour revenir un petit peu à la question initiale, qui était comment est-ce qu'il se reflète à l'école ou à la maison? Quels sont un peu les signes avant-coureurs du TDA et le moment où il faut se dire, OK, peut-être qu'il faut investiguer plus loin? Donc en fait... je dirais que le point le plus important, c'est... donc si les difficultés scolaires sont vraiment là, qu'on voit que les points chutent, etc., là, c'est vraiment le bon moment pour s'inquiéter. Mais il ne faut pas attendre ça. Donc, en fait, il faut être très à l'écoute et très au courant, observateur par rapport à l'enfant, en étant critique aussi. Et donc... Voilà, si c'est un enfant qui court dans tous les sens, mais qu'il a 4 ans, c'est encore assez normal. Et donc, il ne faut pas s'en inquiéter. J'avais reçu un jour le mail d'une maman qui me demandait est-ce que c'est normal que mon enfant de 2 ans n'écoute jamais et me dise tout le temps non. Oui, c'est dans la phase du terrible tout. Et donc, c'est normal, l'enfant se confronte à ce moment-là au non. Et en fait, le non est la seule réponse. Et donc, il faut toujours faire très attention à, OK, ici, c'est diagnostic, c'est plutôt pathologique ou... En fait, c'est juste le développement normal de l'enfant. Et il y a beaucoup de parents qui, parfois, se surinquiètent. Il faut rester quand même très conscient que les enfants sont des enfants. Il faut les laisser être des enfants. C'est plutôt, à ce moment-là, laisser la place à l'enseignant qui, du coup, le voit toute la journée à l'école pour pouvoir se dire, OK, ici, on se rend compte que les difficultés de comportement ont un impact sur la scolarité. Là, du coup, c'est plus le moment de s'inquiéter. Et à l'inverse, est-ce que ça peut être quelque chose qui est observé uniquement à l'école ? Alors non. Là, en fait, on se rend compte que d'un point de vue trouble d'attention, on va vraiment... on va parler de trouble d'attention si c'est présent dans toutes les sphères de la vie. Et donc, ça veut dire que c'est autant présent le mercredi pendant le stage de foot qu'à l'école, qu'à la maison. Et donc, si c'est une maman qui vient avec... je dis maman, papa, qu'importe, un parent qui arrive avec l'idée de se dire, OK, mon enfant est hyperactif, mais qu'à l'école, c'est un petit garçon qui ne bouge pas, qui n'a pas de mouvement. Tout à l'heure, par exemple, hors antenne, il y avait le petit bic. Ça, c'est un peu typique de... On m'a forcé de jeter mon bic pour pas vous déranger. Parce qu'il y avait un clic un peu compulsif. Et donc, voilà, ça, c'est un enfant qui, du coup, présente ce genre de comportement à l'école, mais qu'à la maison, il est calme, il ne bouge pas, il n'y a pas d'inquiétude, quoi. Donc, en fait, il faut vraiment que ce soit dans toutes les sphères où, c'est pas juste une sphère atteinte, c'est vraiment toutes les sphères de la vie quotidienne. Et donc, parfois, j'imagine que s'il y a un problème dans une sphère, le problème vient peut-être d'autre part.
Oui. Par exemple, simplement de l'ennui, quoi. Et donc, voilà, si on prend le cadre du foot, par exemple, il y a souvent des patients qui disent « bah oui, il n'est pas très concentré pendant les cours de foot ». En fait, simplement, il a un niveau, soit lui a un niveau trop élevé, ou alors c'est l'inverse. Il est dans un groupe de trop fort par rapport à son niveau à lui, et il va falloir réaménager l'environnement, quoi. Est-ce qu'on peut guérir du TDAH ? Non. Donc en fait, le TDAH, c'est un trouble inné. Donc ça veut dire qu'on est avec et on meurt avec. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'en neuropsychologie, et parfois certains domaines de la logopédie et certains logopèdes ont la capacité et sont formés en fait aux troubles d'apprentissage et donc par extension troubles d'attention. Mais donc en fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment amener les patients à comprendre comment fonctionne leur propre cerveau pour essayer de pallier toutes les difficultés. Et donc, c'est vraiment leur donner les bons outils pour pouvoir affronter en fait leur quotidien, mais on n'en guérit pas. Donc, si tu l'as jusqu'au bout. Et du coup, c'était un peu la question que je voulais te poser suite à ça, parce que je savais qu'on ne guérit pas du TDA. Mais voilà, je crois que c'était une question importante à poser. Oui, tout à fait. Mais comment est-ce qu'on fait pour vivre avec au mieux ? J'imagine qu'on trouve tous nos techniques consciemment ou inconsciemment. Oui. Quelles sont pour commencer, peut-être les différentes sphères sur lesquelles il va être intéressant de jouer, et puis après on va peut-être rentrer en profondeur du coup dans ta pratique, dans ce que tu fais, de l'accompagnement vraiment encadré. Oui. Mais peut-être d'abord un petit peu, quels sont du coup les axes sur lesquels on va jouer. La prise en charge neuropsy en est une, mais j'imagine qu'il y a autre chose à prendre en compte aussi. Oui, alors en fait, moi du coup je travaille la rééducation, c'est vraiment avec les enfants, je fais moins ça avec les adultes. Par contre, je donne plein d'outils aux patients adultes que je suis, parce que clairement je peux pas les laisser juste comme ça avec un pseudo-diagnostic. Comme c'est héréditaire en plus, il y a une composante génétique. J'imagine qu'ils viennent souvent avec leur enfant. Avec leur enfant, quoi. Aussi, c'est ça. Et donc, souvent, ils viennent parce que l'enfant va pas bien, donc on s'occupe de l'enfant. Et puis, en fait, je suis là, sachez qu'il y a quand même une composante génétique. Puis, oui, on se reconnaît pas mal dans le profil de l'enfant. Donc voilà, c'est des patients qu'un mois plus tard, j'ai moi-même en consultation, quoi. Donc ça, c'est toujours assez drôle. Et donc, en fait, les implications au niveau de comment les aider, c'est vraiment au niveau de l'organisation. Ça, c'est vraiment, en tant qu'adulte, le plus important, c'est bien gérer son agenda, quoi. Et donc, j'ai des patients qui vont me dire qu'ils utilisent des post-it, mais en fait, les post-it, ça se perd. Donc, très mauvais plan, quoi. Sauf si on en recouvre la maison. Mais donc, c'est pas optimal. Moi, je trouve que maintenant, avec nos smartphones et autres, on a vraiment une grande chance avec tout ce qui est électronique, et donc plutôt favoriser des agendas style électronique, quoi, classique, Google Agenda, qu'importe. Mais donc avoir quelque chose comme ça. Et il y a de plus en plus d'applications qui permettent aussi d'avoir une espèce d'agenda familial, mais que tout le monde a sur son smartphone, quoi. Et donc ça, c'est pas mal, parce que ça veut dire que parent 1 est aux courses et pense à un truc, croise une copine dans un supermarché, peut vite noter un truc, toute la famille est au courant, reçoit une notification. Donc ça permet d'être assez connecté au niveau organisationnel, ça aide beaucoup. À côté de ça, on va travailler aussi tout ce qui est gestion des émotions. Et donc, voilà, moi j'ai un patient pour le moment avec qui je travaille beaucoup ça. C'est un petit garçon qui, d'un point de vue habilité sociale, est pas toujours optimal. Il se sent très vite agressé pour tout, et donc il y a facilement des conflits. Mais c'est OK. Comment amener cet enfant qui présente toutes ces difficultés à en fait mieux gérer ses émotions? Et donc en fait, tout le monde ne l'agresse pas tout le temps. Et donc parfois c'est simplement un copain qui veut venir jouer. Et donc comment appréhender ça de manière plus positive? Donc la gestion des émotions fait partie. La difficulté à gérer ses émotions fait partie de. Peut en faire partie. Okay. C'est pas toujours le cas, mais c'est quand même un des grands points. Et puis un truc aussi qui est assez relié au niveau du TDA, c'est que les TDA sont souvent confrontés à l'échec. Et donc du coup ont plus souvent une estime d'eux-mêmes qui est plutôt faible. Et donc, on va devoir travailler ça. Et donc, moi, il est hors de question que mes patients sortent de chez moi en n'ayant pas confiance en eux. Et donc, je les booste à mort au niveau de la confiance en eux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est essentiel en tant que construction personnelle, quoi. Et donc, du coup, en tout cas, peut-être donner des outils aux parents pour donner confiance à leurs enfants. T'as des grands outils qui te viennent à l'esprit. Moi, un truc que je fais et qui en plus on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est les affirmations positives du matin. Et donc c'est se dire devant le miroir, je suis fort, je suis intelligent, je suis beau, je suis belle, qu'importe. Mais donc c'est vraiment affirmer tout ce que potentiellement je ne crois pas. Il y a le fameux adage en anglais fake it until you make it. On va finir par croire au final. Voilà. Et donc voilà, c'est vraiment ce truc de je vais faire semblant
d'avoir confiance en moi jusqu'au jour où j'aurai confiance en moi. Et donc, voilà, ici, j'ai terminé le suivi avec une jeune fille dernièrement qui rentre ici maintenant en première secondaire. Sa maman m'a envoyé un petit SMS en me disant « Louise pète la forme, elle va super bien, elle a hyper confiance en elle. » Trop génial, j'ai réussi mon job, quoi. Et donc, c'est vraiment ce truc de confiance en soi qu'il faut travailler, l'organisation, la gestion des émotions. Et puis après, on va donner encore plein d'outils au niveau, OK, je suis un peu déconcentrée, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, on va conseiller, je pense, un truc qui s'appelle le Lofi, les Lofi Beats, il y a plein de playlists sur Spotify. Et en fait, c'est des musiques qui ont été créées avec des fréquences assez basses, et donc ça favorise la concentration. Et donc, on va proposer aux patients en fait d'utiliser ce genre de choses pour être plus facilement concentrés lors de travail. Et à contrario, on peut aussi simplement conseiller les patients de mettre des boules qui est pour être dans leur bulle. Et donc, on voit beaucoup maintenant des enfants en primaire et secondaire avec des casques anti-bruit. Bonjour. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien et je vous souhaite une bonne écoute. Donc en fait, il faut savoir que maintenant, les aménagements raisonnables, donc c'est la fameuse feuille d'aménagement. Raisonnable. C'est ça. Donc les aménagements raisonnables, c'est quelque chose que les logopèdes, tous les professionnels de la santé au niveau de l'enfance vont pouvoir proposer aux écoles pour aménager au mieux la scolarité des enfants qui ont été avec différents diagnostics. Et donc, typiquement, moi, j'ai proposé de mettre une chambre à air de tracteur ou de vélo entre les pieds des chaises. Comme ça, les enfants peuvent bouger leurs pieds sans que ça dérange, parce que du coup, on n'entend pas un tapement. On va pouvoir proposer, pour pallier au bic, c'est utiliser ce qu'on appelle des tangles. Et donc, en fait, c'est des trucs avec plein d'angles qu'on peut tourner dans tous les sens pour justement manipuler quelque chose. Mais ça, de nouveau, ça ne fait pas de bruit, donc ça ne dérange pas la classe. Et donc, en fait, on va proposer comme ça plein de petits aménagements pour favoriser l'environnement de l'enfant au niveau scolaire, et donc du temps supplémentaire pour les examens, par exemple. Ok, donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut demander en tant que parent. Oui. Il faut un accord ou une demande. En fait, il faut un bilan neuropsy récent. Ou logopédique, qu'importe. Il faut un des deux, mais quelque chose de récent. Et donc, en fait, le professionnel de la santé qui l'aura fait. Donc, le professionnel qui aura fait ce fameux bilan va pouvoir, en fait, proposer une liste d'aménagements raisonnables à l'école pour que, justement, que l'enfant ait un environnement adapté, donc une scolarité un peu moins conflictuelle et un peu moins confrontante. Et il faut savoir que les écoles sont obligées d'appliquer les aménagements raisonnables à partir du moment où ils en reçoivent la demande, quoi. Ok, oui. Donc c'est pas au vouloir de l'école, c'est vraiment à Ils sont obligés. Et donc il y a beaucoup d'écoles qui sont encore un petit peu en résistance. Voilà, ils sont obligés de le faire. Et donc si jamais ce n'est pas le cas, j'aime pas en parler, mais il faut aller contacter du coup la Fédération Wallonie-Bruxelles pour vraiment libérer les choses, parce que clairement c'est le droit du patient et du coup de l'élève. Et est-ce que tu as déjà eu le cas de parents qui étaient un peu la stigmatisation de leur enfant, toi d'arriver avec ta chambre à air autour de ta chaise, d'avoir toi le droit à plus de temps qu'un autre enfant qui a peut-être raté. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui inquiète parfois les parents? Alors, les parents, pas tellement, mais par contre, ça inquiète souvent les adolescents. Donc, les adolescents, quand on leur donne tous les aménagements, ils ont très peur d'être différents de l'autre. Et donc, savoir qu'eux restent une demi-heure de plus pendant un examen de français, comment on le justifie auprès des copains? Et donc, il y a un peu c'est souvent l'enfant, quoi. L'enfant a souvent plus une difficulté à accepter ce fait-là. Plus tard, alors? Oui, plutôt plus tard. En adolescence. Parce que les enfants, vraiment, primaire, ça les fait marrer. Ils ont une chambre à air, c'est super fun, quoi. Et moi, j'ai une chambre à air et pas toi. Et donc, il y a un truc un peu plus fun à leur âge, parce qu'ils voient tout ça comme moi, je peux faire plein de choses que les autres peuvent pas nécessairement. Et il y a beaucoup en fait, c'est plutôt dans le sens inverse. C'est aussi plutôt les enseignants qui parfois sont un peu plus retors, dans le sens où ils se disent, pourquoi est-ce que un tel pourrait avoir tout ça et pas les autres? Mais en fait, les autres peuvent les avoir aussi si ça les aide. C'est à vous à mettre les choses en place en tant qu'enseignant, en se disant, OK, voilà, j'ai reçu une demande d'aménagement.
dans la liste, quels sont ceux que je pourrais transposer à plein d'autres enfants, parce qu'en fait, moi, je les vois au quotidien et je me rends compte que, ben oui, le petit Louis au fond de la classe, là, qui court dans tous les sens, ben peut-être que ça peut l'aider une chambre à air ou être sur un ballon de yoga pour travailler ses cours, quoi. C'est ça. Donc, c'est intéressant dans la prise en charge, de regarder ce qui peut être fait à l'école et puis d'aller en discuter avec l'école C'est ça. Et pour les ados, du coup, comment tu fais? Et donc, pour les ados, généralement, là, du coup, on met des aménagements qui sont un peu plus discrets. Et donc, on va plutôt parler de relance attentionnelle, donc prévenir l'enseignant et les différents enseignants qu'il faut aller de temps en temps relancer, vérifier que l'enfant a bien compris, qu'il fait bien la tâche et qu'il n'est pas juste perdu dans ses pensées, ce qu'on a quand même souvent avec les troubles d'attention. Les chambres à air, ça, du coup, on met moins en place, mais donc, du coup, là, on va favoriser, du coup, plutôt les tangles, etc., du coup, plutôt au niveau manuel. Parce qu'il faut aussi savoir, et ça, moi, je trouve que c'est très important, dire à un enfant, arrête de bouger. L'enfant, il va juste se focaliser sur le fait de ne pas bouger. Et donc, sa concentration, elle est juste là-dessus. Parlez-lui, il n'entendra rien, quoi. Et donc, c'est vraiment très important de se dire, en fait, le fait de manipuler des choses, l'activité motrice, elle part. Et donc, on est complètement concentré sur tout ce qui peut être raconté en classe. Donc, c'est très important de laisser ces enfants chipoter dans tous les sens. Alors, on s'entend, ça doit être discret, il faut quand même mettre des limites, mais c'est important de les laisser faire. Et donc, du coup, pour les plus grands, donc les ados, il y a les tangles qu'on propose souvent. On va aussi, de temps en temps, demander aux profs, pour certains, éventuellement qu'ils aient accès à faire des micro-pauses. Et donc, on dit les pauses toilettes. Donc, en fait, simplement, ça leur permet de sortir de la classe, marcher un peu et revenir, en sachant très bien que c'est le chemin le plus court et le plus rapidement possible. On ne se perd pas pendant une demi-heure dans les salles de cours. Ça, peut-être avec les ados, ça devient peut-être un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, mais donc, justement, on essaye vraiment de stimuler aussi les ados à ne pas trop abuser de ce genre d'aménagement, parce qu'après, du coup, ça pourrait être stigmatisé. Et est-ce qu'il y a, parce que tu parles du temps de pause, à l'école, je me souviens, c'était 50 minutes de cours, 10 minutes de pause, plus ou moins. Ouais, est-ce que c'est toujours ce qui est préconisé aujourd'hui, ou est-ce qu'on a changé un petit peu? Alors, c'est toujours le cas en secondaire, il me semble. Et donc, c'est pour ça que, en fait, le cerveau humain, de manière générale, n'est pas capable de se concentrer plus de 25 minutes. Un cerveau avec un trouble d'attention, on est plus sur du 10-15 minutes grand max pour ceux qui sont doués, quoi. Et donc, il faut faire attention à bien laisser, du coup, la place à justement un peu d'inattention. Si on est trop cadrant, en fait, ça fonctionne pas, parce que du coup, c'est des profils qui sont complètement brimés et qui peuvent pas s'exprimer. Et donc, du coup, il y a de l'ennui, il y a plus de comportement. Et donc, voilà. Mais le système scolaire belge n'est pas franchement hyper adapté. Du coup, c'était... Parce qu'en fait, j'ai encore plein de questions qui doivent arriver vraiment sur ce que tu fais toi en tant que neuropsy avec eux. Mais du coup, plus tu en parles, plus j'ai des questions qui me viennent. Très bien. Est-ce qu'il y a des profils de métiers ou des professions qui sont peut-être plus adaptés à ça, ou des méthodes d'enseignement, ou pas spécialement? C'est juste apprendre à vivre avec le trouble, à le gérer au mieux, et puis tout est possible et tout convient. Oui. En fait, ça va être très variable. Donc, je pense que d'un point de vue, tout ce qui est pédagogie active est clairement beaucoup plus favorisant pour un enfant qui a des troubles d'attention et des troubles de manière générale, quels qu'ils soient. Parce que du coup, c'est une pédagogie qui est moins axée sur la performance du système classique. Le système classique, voilà, il faut avoir des points de dingue, il faut être parmi les meilleurs, et on est confronté à des évaluations répétées et voilà, régulières, etc. Et donc, il y a quelque chose de très stressant pour les personnes qui ont des troubles d'attention. Là où, dans les pédagogies actives, on est plus axé sur un projet. Et donc, on va avancer sur... oui, simplement le fait que l'enfant doit avoir acquis la compétence avant la fin de l'année. C'est le cas, génial, qu'importe le temps que ça lui a pris. Parce que voilà, chacun son rythme aussi. Et les primaires, secondaires plus classiques ont tendance à être un peu trop confrontantes à ce niveau-là. Et du coup, le métier classique plus adapté, en fait, c'est celui que toi, tu as envie de faire. Enfin, c'est vraiment ce principe-là. Et donc, clairement, si je prends le cas de certains patients qui ont une hyperactivité motrice énorme, clairement, on va se dire que les boulots de bureau, clairement, c'est pas l'optimal, quoi. Toute la journée, ça veut dire qu'ils sont enfermés, etc., alors qu'ils rêvent de courir dans les bois, quoi. Et donc, il faut un peu voir en fonction des affinités des uns et des autres. Mais voilà, moi, je sais que la neuropsy, c'était mon objectif de vie. Voilà, je me donne ça prend du temps, mais je me donne les objectifs, les possibilités d'y arriver, quoi. Mais donc, il n'y a pas de métier optimal. Je pense que c'est un peu celui qu'on veut faire. En tout cas, toutes les portes sont ouvertes. Voilà. C'est ça qui est important de savoir. Top. Et oui, et puis, puisque tu dis sur la psychologie active, je pense que, la pédagogie active, oui, c'est pédagogie active. Pédagogie active.
Je pense que c'est intéressant pour les enfants TDA, mais en fait, au final... Pour tout le monde, clairement. Pour tout le monde. Est-ce que, parce que là, on a parlé des enfants, oui. Pour les parents, est-ce que tu as certains conseils, parents ou non-parents, adultes, oui. atteints de TDA, que ce soit diagnostiqué il y a longtemps, mais on n'a pas vraiment mis des choses en place, ou non diagnostiqué, ou comme moi, on le soupçonne, mais... On n'en a rien fait. Qu'est-ce que tu conseilles ? Alors, moi, de toute façon, je pense que le plus intéressant, je prêche un peu ma paroisse, mais c'est de refaire un bilan récent. Parce que du coup, qu'importe si ça a été diagnostiqué plus tôt, pas diagnostiqué, faire un bilan, ça permet d'objectiver les résultats actuels. Comment est-ce que je m'en sors aujourd'hui ? Et donc, ça permet vraiment d'avoir... Voilà, de dresser le profil cognitif et se rendre compte, j'ai un problème plutôt au niveau de l'attention divisée, donc le fait de faire deux choses en même temps, par exemple, au niveau attention sélective auditive, donc typiquement suivre un cours magistral à l'UNIF, je m'en sors pas du tout, je suis pas concentrée si j'ai pas de support visuel, etc., parce qu'il me faut des aides. Mais à ce moment-là, refaites un bilan. C'est la première étape, c'est vraiment refaire un bilan pour avoir vraiment les données actuelles de comment ça fonctionne mon cerveau, quoi. Donc ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, du coup, en tant que parent ou en potentiellement futur TDA, je vais dire ça comme ça, c'est un peu bizarre, mais c'est un peu l'idée, c'est vraiment essayer d'analyser dans mon comportement qu'est-ce qui est problématique pour moi ? Qu'est-ce que je vis mal, moi, en tant que patient ou en tant qu'humain, en fait ? Voilà, donc si je prends mon cas personnel, je sais que j'ai tendance à surtravailler et donc, en fait, je suis épuisée par après. Et donc, ça, c'est parce que j'ai une tendance à la procrastination et donc, je vais repousser les choses le plus tard possible. Et donc, ça veut dire que je me tape des charges parfois de travail où je dois assumer une semaine en 24 heures. Et donc, c'est tous des trucs comme ça où il faut faire hyper attention à ce genre de comportement parce que du coup, on fatigue fort le corps. Et donc, c'est vraiment faire attention à qu'est-ce qui, moi, me pose problème dans mon quotidien, quoi. Et du coup, maintenant, pour les enfants, parce que là, comme tu disais, c'est la rentrée, oui. Donc ça va typiquement être un moment où les professeurs vont peut-être dire, il y a un léger décalage, où il y a, ce serait intéressant d'aller voir ce qu'il faut faire. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est quoi un peu les étapes ? Parce que j'imagine qu'en tant que parent, tu reçois un coup de fil comme ça. Je ne sais pas si les professeurs redirigent toujours ou s'ils disent juste il y a un problème, prenez-le en charge. Il y a un peu des deux. Les deux doivent exister, j'imagine. C'est ça. C'est quoi les étapes ? Alors, première étape, c'est vraiment converser avec l'enseignant pour savoir, c'est quoi les étapes, qu'est-ce qui est rencontré en classe ? Est-ce que c'est plutôt de la logopédie ou de la neuropsy ? Alors, la logopédie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment tout ce qui est dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Donc vraiment tout ce qui est typiquement scolaire et qui est vraiment axé sur les points vraiment typiques de l'école. Enfin, vraiment l'apprentissage de la matière pure, quoi. La neuropsy, c'est plus au niveau de... on se rend compte qu'il y a un peu plus de comportement d'hyperactivité, qu'il est déconcentré dans la lune. Voilà, nos parents, par exemple, ils regardent les mouches voler. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses. Mais tous ces profils-là, du coup, vont plutôt être du côté de neuropsy. En sachant que si on commence la logo, souvent, on doit aller faire un petit coucou à la neuropsy, le temps de faire un QI, et puis on repart sur la logopédie. Et moi, en tant que neuropsy, souvent, je redirige vers des logopèdes pour d'autres raisons. Voilà, ici, j'ai le cas d'un patient dernièrement. La maman trouve que d'un point de vue lecture, c'est très difficile. Elle est venue d'abord en premier instant chez moi. Très bien, on va faire le QI. Je les renvoie vers la logopède et qui, elle, va du coup gérer tout le reste, quoi. Et donc, c'est vraiment ce truc de... entre logopède et neuropsy, on se renvoie pas mal la balle parce qu'en fait, au final, on a deux métiers qui sont très communs. Et ça, savoir qui tu appelles en premier, c'est issu de la discussion avec le prof pour savoir ce qui se passe à l'école et savoir si c'est plus... Donc, pour répéter, logopède, c'est plus un problème... de tout ce qui est donc lecture, orthographe, mathématiques. Et neuropsy? Plutôt tout ce qui est comportemental. Et psychologue? Est-ce que ça vaut la peine parfois d'aller consulter en première instance ou ça va être plutôt redirection après pour aller plus loin et apprendre à vivre avec? Je dirais que première instance, c'est toujours un peu plus compliqué parce que les parents sont aussi moins à même à proposer de la psychologie à leurs enfants. Mais donc du coup, moi, souvent, je renvoie quand même. Si je vois que c'est plutôt un trouble vraiment au niveau des habiletés sociales, au niveau de la confiance en soi, etc., c'est pas nécessairement lié à de la neuropsychologie. Et donc du coup, parfois, ça, je renvoie en disant, OK, peut-être faire quand même un peu de psycho.
voilà, avec un thérapeute qui est spécialisé enfant et justement mal-être ou autre. Par exemple, un cadre de harcèlement scolaire, il n'y a pas de raison de venir chez le psy. Dans le cadre de décrochage, c'est intéressant, enfin, la neuropsy, pardon, c'est pas intéressant d'aller chez le neuropsy dans le cadre de harcèlement. Dans un cadre de décrochage scolaire, par exemple, on va d'abord favoriser la psychologie. Et puis seulement, en fonction du compte-rendu de la psy, on va pouvoir rediriger vers la neuropsy. Mais la neuropsy, dans le cadre d'un décrochage scolaire, n'est pas la première instance. Et quelqu'un qui vient chez toi, du coup, ça arrive que tu en es où tu dis, non, l'enfant n'est pas TDA. Oui, ça arrive souvent. Alors, il y a le fameux TDA et puis il y a le fameux HPI aussi, donc le haut potentiel intellectuel. Et donc ça, on a beaucoup de parents qui arrivent avec des grandes... voilà, ils sont sûrs, quoi. Mon fils est HPI, quoi. Mais souvent, c'est des parents on va dire, non, en fait, votre fils est dans la moyenne ou moyenne basse ou moyenne haute. Enfin, voilà, qu'importe. Très bien, et heureusement pour l'enfant. Voilà, et voilà, heureusement pour eux, quoi. Et donc, on a beaucoup de parents qui arrivent comme ça avec des diagnostics posés grâce à Instagram, Facebook et autres merveilleux réseaux sociaux. Et donc, on a vraiment ce truc de parents qui arrivent avec très assurés du diagnostic. Et en fait, on doit un peu casser ça, quoi. Et donc ça, c'est notre rôle, et c'est pour ça qu'on est psy de base. On doit pouvoir le faire de manière le plus douce possible pour que ça passe bien et que ce soit pas un choc non plus. Voilà, l'idée, c'est quand même pas de traumatiser toute la famille, quoi. Et si c'est le cas, donc si par exemple, voilà, oui, en effet, votre enfant, on a fait le test comment ça se passe déjà, le test? Ouais, donc les fameux tests. Donc en fait, au niveau classique de la neuropsychologie, on va toujours commencer par un QI. Donc on doit faire une espèce de... Le QI va nous servir, donc le quotient intellectuel, va nous servir, je vais y arriver, va nous servir en fait de grille de lecture pour bien comprendre le patient. Et donc, en fait, grâce au QI, on va pouvoir savoir si le patient se retrouve plutôt dans une zone moyenne haute ou moyenne basse. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se rendre compte de, OK, le profil de l'enfant de base, il est dans la moyenne. OK, génial. Ça veut dire que tous les tests qu'il fait par après, on va s'attendre qu'il soit dans la moyenne. Et donc, on va comparer tous les tests qu'on fait par rapport à son QI. Et donc, voilà, voir du coup les difficultés, etc. Donc, en fait, première chose, le QI, pour cette raison-là. Ensuite, on va faire tout ce qui est, du coup, les tests attentionnels, mnésiques, etc. Et donc, par exemple, pour les enfants, on doit faire un diagnostic qui est le plus différentiel possible. Et donc, on analyse toutes les fonctions. Là où pour les ados et les adultes, on fait moins différentiel. On va vraiment typique. Enfin, on fonce sur l'attentionnel et les fonctions exécutives, qui sont, du coup, les traitements plutôt de tout ce qui est impulsivité, etc. Ça, du coup, on analyse ça en priorité, quoi. Là où chez les enfants, jusqu'à 12 ans, on va vraiment devoir analyser la mémoire, en plus, etc. Et donc, on va vraiment analyser toutes les sphères cognitives, donc le visio-spatial, la mémoire, l'attention, les fonctions exécutives. Et donc ça, on fait ça via plein de tests différents. Les enfants s'amusent toujours. C'est toujours le plus important. En tout cas, moi, j'amène vraiment ça sous le principe du jeu. Et donc, je leur dis, voilà, ça va être un petit jeu, etc. Et c'est très ludique. Et donc, les enfants s'ennuient rarement en neuropsy. Et généralement, c'est un test, un bilan, une séance bilan pour le détecter, ou il faut faire plusieurs séances Alors, si je prends avant de le détecter? Ouais. Alors, en fait, ça dépend un peu des profils. Donc, parfois, on a des profils qui, dès l'anamnèse, donc ça veut dire les 15 premières minutes, voire une heure, ça dépend des patients, on s'en rend compte. Et donc, on fait juste les tests pour dire que, on sait très bien que le diagnostic, il sera posé à la fin. Donc, ça dépend un peu des profils. Mais donc, en gros, ça dépend... Donc, on fait l'anamnèse avec les parents. Dans le cadre de mon boulot, donc avec plutôt des enfants, on fait l'anamnèse avec les parents. Déjà là, on trouve plein de choses. On va avoir des enfants qui bougent dans tous les sens pendant l'anamnèse. Le diagnostic, il pourrait déjà être posé à ce moment-là, quoi. L'enfant et les parents sont dans le cabinet en même temps. Oui. Moi, je demande toujours à ce qu'ils soient là parce que je trouve très important de poser certaines questions à l'enfant et donc simplement de les faire valider par les parents par après. Mais je trouve que l'enfant doit être acteur de sa position et donc, OK, on pose les questions aussi aux enfants. Et puis ensuite, en fonction des âges, chez moi, ils font entre 2 et 4 séances d'une heure et demie. Et donc dans lesquelles on fait tous ces différents tests. Mais donc ça prend du temps, la neuropsychologie, c'est pendant les heures scolaires, donc souvent les parents sont un peu frileux aussi par rapport à ça, mais il faut se dire que le but c'est d'aider les enfants par après. Donc, okay. C'est sur combien de temps ces séances? 2 à 4 séances? C'est ça, moi j'essaye de les faire plutôt une fois par semaine, pour justement ne pas rater trop de cours la même journée, et je conseille aux parents de prendre du coup pas toujours aux mêmes heures, pour justement éviter qu'ils ratent toujours le cours du français du mardi matin, quoi. Et... Est-ce que parfois tu fais plus
Tu fais plus de séances que 2 à 4 séances? Rarement. En fait, quand je mets 2 séances, souvent, c'est plutôt pour ce qu'on appelle des bilans de réévaluation. Donc, ça va être pour les enfants qui ont diagnostiqué assez jeunes et typiquement qui arrivent à l'UNIF. Ils ont besoin d'un nouveau bilan qui a moins d'1 an. Ça, c'est un bilan en deux séances, il est plié. On fait un QI adulte qui prend généralement 1h15 et puis un bilan attentionnel. Et donc ça, c'est généralement pour les grands ados, je les appelle comme ça. Mais pour les adultes, en fait, c'est le seul cas où parfois je dois rajouter une séance, c'est plutôt pour les adultes parce que du coup, les adultes où il y a une suspicion de TDA, parle beaucoup. Et donc, du coup, l'anamnèse, souvent, couvre 1h30, et donc on perd du temps. Pour le bilan, c'est pas un problème en soi, simplement on rajoute des séances. Alors, ça coûte un peu plus cher, mais en soi, à la fin, le diagnostic est posé. Et c'est remboursé? C'est remboursé, à chaque fois, ouais. Et du coup, pour les enfants, après, donc ça, c'est vraiment la partie diagnostic. Oui. Déjà, est-ce qu'on repart avec les résultats après? Les parents repartent avec les résultats? Quand l'enfant termine sa dernière consultation, donc la 4e, il faut généralement un petit délai et puis après j'envoie le bilan et je rencontre les parents du coup pour discuter de ce bilan et donc qu'ils aient les conclusions. Et eux doivent le transmettre à l'école? Alors, le bilan ne doit jamais être transmis à l'école. Éventuellement, la conclusion peut l'être, mais le reste pas, parce que simplement, il y a l'anamnèse qui est écrite dedans. Et donc, l'anamnèse ne concerne que les parents et les médecins. L'école n'a pas à être au courant de tout ça. Mais ils ne sont pas obligés de prévenir. Non. Mais s'ils veulent, c'est intéressant de dire voilà, on a fait un bilan, voilà la conclusion. C'est ça. Et puis souvent, les parents quand même qui viennent nous voir en neuropsychologie attendent ces aménagements raisonnables parce que maintenant, ça commence à devenir vachement connu. Et donc, ils se rendent bien compte que ça aide beaucoup les enfants. Typiquement, le 33% de temps supplémentaire, c'est du pain béni pour beaucoup. Et donc, les parents viennent quand même avec une demande d'aménagement raisonnable. Donc souvent, il y a quand même une suite auprès de l'école. Et donc là, du coup, moi, ce que je fais dans ma demande d'aménagement raisonnable, c'est simplement que j'écris la conclusion, je la copie-colle, la conclusion du rapport. Comme ça, l'école est au courant du profil de l'enfant et puis peut mettre en place les aménagements. Je reviendrai peut-être avec cette question plus tard, parce que ça va nous faire quitter le cours de la conversation. Mais une fois que tu as diagnostiqué, donc là on parlait de 4 à 6 séances, c'est quoi la suite pour les parents et pour l'enfant, au niveau en tout cas séance suivie? Alors, en fonction du profil de l'enfant et des difficultés qui sont rencontrées, on va pouvoir en fonction du profil, je vais soit conseiller d'aller voir un neuropédiatre ou du coup neurologue si c'est pour des plus grands, pour pouvoir poser un diagnostic et du coup éventuellement avoir une médication en place. La médication, c'est pas la panacée non plus. Ça dépend, c'est pas fait pour tout le monde. On parlait en antenne de la rilatine. Il y a plein d'autres molécules. Et donc, ça, c'est vraiment avec un médecin. Donc, du coup, neurologue, neuropédiatre, éventuellement psychiatre. Et ça, c'est vraiment pour certains types de patients. Donc, moi, je le conseille uniquement pour des patients avec qui c'est ultra conflictuel, où la concentration en classe est impossible parce que, justement, il y a beaucoup trop d'inattention. C'est des enfants qu'il faut un peu recentrer. Et donc ça, du coup, on va conseiller plutôt d'aller directement chez un neuro. Je dis directement en sachant qu'en Belgique, on a des délais entre 9 mois et 1 an pour aller voir ces thérapeutes-là. Donc ça demande beaucoup de temps. Ouais. C'est des délais de dingue, vraiment. Donc ça, c'est très, très difficile. Et en attendant, qu'est-ce qu'il peut faire parce que... Mais du coup, en attendant, ce qu'on fait, c'est que on met en place les aménagements raisonnables. Souvent, rien que les aménagements raisonnables, ça aide déjà énormément pour plein de choses. Et puis, ce qu'on va faire aussi, c'est un peu de psychoéducation. Donc, c'est vraiment apprendre à l'enfant. Donc ça, du coup, on les prend en rééducation. Et moi, souvent, je prends les parents aussi les premières fois. Et donc, c'est 45 minutes où on va discuter et on va en fait, OK, mais quand ils présentent ce comportement-là, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent, en tant qu'enfant? Comment on gère la situation? Et donc, c'est vraiment essayer d'apprendre aux patients à comprendre leur comportement. Et donc, oui, quand je clique mon bic de manière complètement compulsive, quand je suis en cours, c'est parce qu'en fait, mon corps a besoin de bouger. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne dérange pas les autres, quoi? Et donc, on essaie de trouver d'autres alternatives. Et donc, on fait par essai-erreur beaucoup. Et donc, on va conseiller une semaine de tester le Tangle. OK, ça ne fonctionne pas. On va acheter un truc avec des widgets. On essaye plein de petites choses. L'objectif étant de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour l'enfant, quoi. C'est surtout ça. Et pour les parents, du coup, est-ce que tu as un peu un conseil pour les parents.
Mais donc les parents, je dirais avoir beaucoup de bienveillance. Ça, c'est déjà le premier truc. C'est se rendre compte que l'enfant qui a ces difficultés-là, il est le premier concerné. Et donc, il est lui-même confronté au fait que ça va pas. Il est lui-même confronté au fait que, il est pas comme les autres. Et donc, il faut booster à fond leur confiance, quoi. Et donc, travailler vraiment sur, OK, j'ai ces difficultés-là. Et moi, en tant que parent, je me rends compte que tu rencontres tout ça. Comment est-ce que je peux vraiment faire en sorte que mon enfant se sente le mieux possible? Et donc, OK, les devoirs, c'est compliqué. La période des devoirs est souvent et très régulièrement sujette au conflit. Les devoirs, c'est horrible pour un enfant qui a des troubles d'attention, parce qu'il faut être concentré, il faut absolument pondre ça pour demain matin. Et donc, en fait, en tant que parent, c'est se dire, OK, il faut rendre ça ludique et pas juste conflictuel. Il faut faire des pauses régulières, c'est hyper important. Et donc, pas se dire, OK, on va cravacher sur les maths pendant 2 heures avec un enfant de 3e primaire, quoi. Par pitié, non. On travaille 15 minutes. Si c'est plus de 15 minutes, on fait une pause et puis on reprend 15 minutes après. Et donc, c'est vraiment ce truc un peu de bienveillance, presque un peu slow life aussi, de se dire, OK, en fait, ça sert à rien de courir, il faut pouvoir marcher aussi, quoi. Et donc, apprendre à marcher, c'est important. Et donc, il faut vraiment aller crescendo et se dire, OK, ici, on a fait déjà une demi-heure de travail. C'est trop conflictuel, t'es fatigué, on s'en sort pas. On écrit un petit mot dans le journal de classe pour dire OK, on n'a pas réussi à aller au bout des devoirs. Point barre. Et les profs sont de plus en plus à même à accepter ce genre de comportement et de petites notes, etc. D'autant plus s'il y a un diagnostic qui est posé. On ne peut pas poser de diagnostic en tant que psy, mais en tout cas, s'il y a des hypothèses de diagnostic et s'il y a une demande d'aménagement, c'est des choses qui sont autorisées. C'est ça. Oui, et toi, parce que c'est vrai qu'on entend souvent aussi de dire oui, les nouvelles générations sont plus fainéantes ou trop encadrées ou trop ou trop diagnostiquées. Oui. Toi qui es du coup là-dedans, est-ce que pour toi c'est en effet quelque chose où tu vois des débordements ou c'est plutôt quelque chose où en fait ça permet juste à des personnes d'aller plus loin mais juste différemment? C'est ça. Donc en fait, il faut les générations actuelles clairement sont très différentes des nôtres parce que les médias sont ultra présents pour eux et donc ça il faut déjà en tant que parent limiter le plus possible. Donc voilà, pas mettre. J'ai eu le cas cette semaine-ci, une patiente de 7 ans qui a son GSM et qui est sur TikTok et Instagram toute la journée. Elle a des temps d'écran de 6 à 8 heures à 7 ans. C'est hallucinant. Et donc, il faut réduire complètement les écrans parce qu'en fait, les écrans et tout ce qui est lumière bleue, etc., empêchent la créativité. Et le plus important chez les enfants, c'est d'entretenir cette créativité. C'est ce qui permet plein de choses. Ils vont avoir des désirs par après. Et il faut aussi avoir une énorme place à l'ennui. Il faut laisser l'ennui être présent. Si un enfant vous dit « je m'ennuie », c'est son problème. Je suis sûre que votre maison, elle déborde de jeux. Enfin, toutes les maisons débordent de jeux, de plein d'activités. Donc un enfant qui dit qu'il s'ennuie, c'est son problème, c'est pas le vôtre. C'est très bien de s'ennuyer parce que du coup, on devient créatif et on crée du jeu et on s'occupe nous-mêmes. Et donc, il faut absolument que les enfants s'ennuient. Laissez vos enfants s'ennuyer, c'est le plus important. À côté de ça... ça, TDAH ou pas? TDAH ou pas. C'est plutôt général. C'est un conseil généralisé. Donc, le moins d'écran possible et... laisser place à l'ennui. C'est un beau mot de la fin. Ouais. Non, je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'avais aussi une question. Oui. C'est vraiment personnel. Je sais même pas si ça va intéresser les auditeurs, mais c'est pas grave. Tu disais on parle de cette importance d'avoir parfois 30% du temps en plus. Oui. C'est 33%, c'est un tiers-temps. Moi, c'était la consigne que je recevais de mes parents, c'était utilise tout le temps. Toujours. Moi, je remettais ma copie en premier. Et donc, tu vois, dès que j'avais fini, je remettais ma copie. Et je faisais plein de fautes d'inattention parce que j'étais incapable de me relire, en fait. Du coup, j'imagine que ça, c'est un cas. Et je sais même pas si c'est vraiment TDAH ou si c'est juste... c'est quand même interpellant. Mais du coup, il doit y avoir différentes... façon de gérer son temps et différents besoins aussi chez le même enfant. C'est ça. Donc, chez 2 enfants différents atteints du même trouble. C'est ça, du même trouble. Et donc en fait, le tiers-temps, et donc ce que tu expliques toi, c'est de la précipitation. Donc en fait, c'est typique de l'impulsivité, c'est je fonce tête baissée, j'ai pas le temps de me relire parce que je ne sais pas le faire, c'est trop difficile pour mon cerveau.
Et donc, en fait, je rends tout. En ayant un tiers-temps en plus, donc ça veut dire pour un examen du NIF, c'est 40 minutes en plus, par exemple, ça permet d'appréhender son examen de manière beaucoup plus zen. On a 40 minutes en plus. Et donc, on n'est pas dans un rush de j'ai pas de temps et donc il faut que je me dépêche. Et donc, il y a un côté plus slow. Et donc, c'est pas mal ce truc-là. Et donc, souvent aussi, ceux qui ont des tiers-temps supplémentaires, du coup, ils sont dans des locaux à part. Donc, il y a moins de monde. On n'est pas dans un auditoire avec 700 personnes pour passer un examen. Donc, ça permet aussi d'être un peu plus soft au niveau de l'examen, quoi. Je suis privée. Ouais. Mais donc, du coup, le tiers-temps, il est intéressant à tous les coups, dans le sens où ça permet, même si on ne l'utilise pas, ça permet simplement d'être plus zen pour arriver à son examen, parce qu'on n'est pas dans un rush. Et c'est ça le plus important. Et puis, moi, mes patients, j'essaye vraiment de les stimuler à, justement, rester jusqu'à la fin. Et puis, je le dis aussi, mais à la fin, les profs souvent passent, et parfois, on a des petites astuces en plus qui permettent de réussir. Tandis que quand il y a 700 personnes dans l'auditoire, on ne le fait pas. Et donc, c'est le truc où, parfois, rester un peu plus longtemps, c'est parfois intéressant. Donc, on aurait peut-être dû rester parfois. Ouais. Moi, c'est juste parce que j'avais envie de partir. Oui, c'est ça. Mais donc ça, j'avais envie d'aller dans la cour de récré et faire des sprints. Aller vite, aller le plus vite possible. Mais donc ça, c'est vraiment la précipitation et parfois aussi la lecture de consignes, du coup, en pâtit beaucoup parce que du coup, on lit pas jusqu'au bout et on loupe des infos. Et donc, vraiment, la neuropsychologie, c'est aussi ça qu'on travaille beaucoup, c'est la lecture de consignes, se poser, est-ce que j'ai bien lu, est-ce que j'ai bien tout compris? Je fais mon exercice, je passe à la suite et puis après, je viens relire ce que j'ai fait 2-3 fois et puis après on est bon, quoi. Donc, est-ce que t'as pas du coup des conseils, parce que moi ça, j'ai combien d'examens, je connaissais la matière, j'ai raté à cause de ça, même à l'UNIF encore, c'est ça, oui. Est-ce qu'il n'y a pas des conseils aussi, toi, de surligner avec le BIC ou des trucs ça... Moi je dis toujours à mes patients, ayez toujours des fluos avec vous, qu'importe l'âge de développement, ayez toujours des fluos. Et par exemple, typiquement, je fais beaucoup d'aide au CEB, CE1D, puis CESS. Mais en fait, pour ces 3 grandes épreuves, il faut super bien lire les consignes. Parce que du coup, vu qu'on a tous les mêmes dans toutes les écoles, voilà, c'est pas subjectif, c'est très objectif comme cotation. Et donc, je dis vraiment toujours à mes étudiants et patients d'avoir des fluos avec eux. Et donc, voilà, copier copier ou cite-moi, c'est pas juste... voilà, il faut mettre des couleurs, quoi. Et ce que je conseille aussi fortement à tous mes patients, c'est de lire toutes les consignes de l'examen, répondre en priorité à toutes celles où on est sûr de nous, et vraiment celles qui prennent pas de temps, celles où on connaît la réponse, on fonce tête baissée dessus, quoi. Vraiment, on fait d'abord ces questions-là, et on garde les questions où on est moins à l'aise pour la suite. Parce qu'en répondant facilement aux premières questions, enfin aux questions en tout cas où on sait répondre, ça permet aussi de se dire, ok, j'ai déjà un certain nombre de points, et surtout, on a réchauffé notre cerveau. Ouais. Parce que quand débuter un examen, on est toujours à froid. Même si on a revu notre matière, etc., dans le bus avant d'arriver. Comme quand on fait un podcast. Voilà. On lit quand même un peu nos informations. Donc, on est à froid de base. Et donc, il faut que le cerveau se réchauffe. Et donc, voilà, d'abord commencer avec ce qu'on sait qui est très facile. Et puis après, on vient chercher tout ce qui est, du coup, dans notre mémoire à plus long terme et qui, du coup, qui arrive par après. Ça donne confiance aussi. Tu parles de ce problème de confiance. Complètement. Quand tu vois que tu y arrives. Voilà. Je sais quand même déjà répondre à la moitié des questions. Génial. 3, ok. Mais donc, du coup, il est temps que ma mémoire se réchauffe un peu, quoi. En tout cas, je trouve que tu t'es très bien débrouillé. Yes. tu me disais que tu étais un peu stressé à l'idée de faire ça, mais j'avais peur d'être trop dispersée. Non, pas du tout. En tout cas, moi, je trouve pas. Okay. Non, je trouve que c'était super. Merci beaucoup pour cet épisode. J'espère que ceux qui nous écoutent, ça vous aura intéressé aussi. N'hésitez pas à liker l'épisode, à vous abonner à la chaîne. Ça nous aide beaucoup dans cette aventure de podcast. C'est un petit geste, mais pour nous, c'est beaucoup. Et aussi à activer la cloche pour savoir quand des nouveaux épisodes sont sortis. Donc voilà, Agathe, encore merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée et à bientôt pour le prochain épisode. Au revoir. Bonjour. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien